va être sérieux. Bonjour Frédéric. C'est vrai que là, on va bientôt parler de Pâques. On le fait d'ailleurs avec Loïc Ballet toute cette semaine. Les chocolats, les œufs, la fête, les cloches, etc. Bon, ça c'est le côté un peu festif. Mais il ne faut pas oublier l'origine de cette fête chrétienne. Et pour cause, on va s'y intéresser. C'est pas, comment dire, c'est pas très réjouissant. Non, bah bien sûr, non, tout à fait. Ouais, on va parler de crucifixion. Et voilà, exactement. C'était l'occasion d'évoquer cette forme de mise à mort. Alors, on le sait, on l'a compris, on est dans la Semaine Sainte pour les chrétiens. Ça a commencé dimanche avec le dimanche des Rameaux. On l'a entendu, avec ces attentats en Égypte. Donc on a entendu parler de ce dimanche des Rameaux et ça va aller jusqu'au dimanche de Pâques avec la résurrection du Christ. Alors demain, jeudi, c'est le jeudi saint pour les chrétiens, ce qui correspond à la Cène, c'est-à-dire le dernier repas pris par Jésus et ses apôtres. Puis vendredi, ce sera la crucifixion, la mise à mort, le jugement et puis la mise à mort. Et puis samedi, la mise au tombeau. Et dimanche, la résurrection. Voilà, pour parler des prochains jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Alors, d'où vient ce supplice? Car au départ, la crucifixion, ça ne concerne pas que Jésus. Non, bien sûr, c'est une punition, c'est une condamnation à mort qui remonte très loin. Mais pour les Romains, elle est réservée aux esclaves et en tout cas à tous ceux qui ne sont pas romains. Sinon, ils sont décapités. La mise à mort, c'est la décapitation. Et tous ceux qui ne sont pas romains, nés romains, eh bien, ils sont mis en croix, crucifiés. Et on va le voir dans les images dans un instant, avec notamment la révolte de Spartacus, ça bien avant la naissance du Christ. Il y avait eu cette révolte à la fois des esclaves et puis des combattants dans l'arène qui se sont révoltés, qui ont été crucifiés, plus de 6000, et qui ont été crucifiés sur les bords des routes pour montrer l'exemple. Terrible exemple, évidemment, dramatique exemple. Alors avant l'Empire romain, la crucifixion existait déjà. On la trouve en Perse notamment, on la trouve aussi après Alexandre, chez les Grecs, après Alexandre le Grand. Bref, c'est une forme de mise à mort absolument terrible parce que soit les condamnés sont cloués sur les pièces de bois, soit ils ont les mains attachées. Alors on regarde des images qui vont nous permettre de mieux comprendre et on va aussi comprendre que certains choisissent d'autres formes de crucifixion, si j'ose dire. Alors là, c'est la condamnation de Jésus, on l'a bien compris, avec on a tressé une couronne d'épines qu'on lui met sur le crâne et qui évidemment lui rentre dans les chairs. Et les condamnés à la crucifixion devaient porter la barre de bois horizontale de la croix. C'est-à-dire que la barre verticale est fichée dans le sol et on va faire monter le condamné pour que le montant de la barre du T, si vous voulez, se vienne s'enclencher dans le pilier vertical. Vous voyez, là, ce sont les condamnés de Spartacus, là, ils étaient plus de 6000. Alors, vous voyez, il y a d'autres condamnations. Là, c'est Saint-Pierre qui, en 65, a demandé à être crucifié la tête en bas par humilité. Là, c'est Saint-André. C'est un disciple de Jésus, en l'an 60, condamné, et lui, il n'a pas voulu être mis sur la croix comme Jésus, c'est-à-dire sur la même forme, la forme d'un T, mais plutôt comme un X, et c'est l'origine de la croix de Saint-André qu'on retrouve sur le drapeau écossais ou sur le drapeau basque, par exemple. Donc on voit Jésus là entouré des deux larrons, le bon et le mauvais larron, avec l'inscription INRI au-dessus de sa tête, qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les chemins de croix existent, évidemment. Là, on voit le pape Jean-Paul II, c'était en 1996. Donc, cette forme de mise à mort, on la retrouve aussi un petit peu après, au Moyen-Âge, quand on parle du pilori. Ce sont des gens, vous savez, soit ils sont bloqués comme une forme de T, oui, avec la tête et les bras qui dépassent d'un morceau de bois qui les tient finalement face au public pendant plusieurs heures. Et là, les Romains avaient l'habitude, lorsque le condamné était crucifié et que la mort était trop lente, les bourreaux venaient casser à coups de masse les mollets et les genoux pour qu'ils puissent, si j'ose dire, mourir par étouffement. C'est-à-dire que ne pouvant plus se maintenir par les pieds, en fait, on meurt étouffé et non pas par la douleur de la crucifixion, c'est l'étouffement puisqu'on ne peut pas retenir son corps et alors il se passe quelque chose au niveau des poumons, je ne suis pas spécialiste en la matière et c'est par étouffement qu'on meurt. Je voulais juste terminer sur un petit peu de poésie. Il y a un petit oiseau qui, d'après la légende, serait venu se poser sur la couronne d'épines, aurait retiré une petite épine pour éviter que Jésus ne souffre trop,
En retirant cette épine, 3 gouttes de sang se sont échappées du crâne du Christ et sont venues se mettre sur le jabot de ce petit oiseau qu'on appelle aujourd'hui le rouge-gorge. Magnifique. Un Merci petit peu de poésie dans ce monde de brut. Ah, oui, c'est assez impressionnant. Hein. Merci, on se reverra un petit peu plus tard, Frédéric. On est en train de discuter, on parle sport avec Jean-Sébastien Fernandez et on évoquait évidemment ce qui s'est passé hier soir à Dortmund. Alors où est-ce qu'on en est et comment ont réagi les supporters des deux équipes Déjà c'est vrai que ce matin on aurait dû parler d'un match entre Borussia Dortmund et Monaco. Alors vous le savez, il n'avait pas eu lieu, on l'a vu dans le journal, on a compris ce qui s'est passé. Ce que l'on sait ce matin, c'est que normalement le match est reporté ce soir à 18h45. Je dis bien normalement parce qu'à cette heure-ci, franchement, rien n'est sûr. Les joueurs de Dortmund, on l'imagine, ont été choqués et une décision n'a pas encore été prise du côté du staff des joueurs. Ce que l'on va voir en image, Thierry, ce sont les supporters des deux équipes parce que là aussi, il y a eu de la solidarité entre les supporters. Regardez ces images qui étaient tournées hier soir dans le stade. Des supporters qui, je vous le disais tout à l'heure, ont dû s'organiser sous le coup de 21h quand ils ont appris le report du match. Ils ont évacué le stade après l'annonce, évacuation dans le calme, vous le voyez évidemment, beaucoup de solidarité puisque les supporters allemands ont en effet proposé d'héberger les supporters monégasques. Du côté du staff du Borussia, on ne sait pas donc si on jouera ce soir, un joueur est blessé, c'est lui, Marc Bartra, le défenseur espagnol, touché au bras par des éclats de verre, il a été opéré dès hier soir. On n'en sait pas plus donc sur ce report, pour l'instant on le saura dans la journée. Alors il y avait un autre match, un autre quart de finale hier soir en Ligue des Champions, la Juventus de Turin recevait Barcelone. Les Italiens, ils ont dominé le match grâce à un doublé de 7 hommes. Dybala, on voit ici son deuxième but. Superbe frappe de l'Argentin de la Juventus avant la mi-temps. Le Barça, hier soir, franchement, totalement dominé à nouveau. Les Catalans ont été inexistants hier soir. Ils sont donc condamnés à un nouvel exploit s'ils veulent se qualifier en demi-finale. Défaite 3-0 face à la Juve. Alors, ils l'ont déjà fait. Vous vous souvenez, non? C'était en quart de finale. Vous vous souvenez contre qui? C'était le Paris Saint-Germain, je voilà, crois. Ils avaient perdu 4-0 au parc. Ils ont fait combien au match retour, Thierry? Non, là, 6-1. Sur le plateau, là, il y a des gens qui souffrent encore. Et on appelait ça la remontada. Donc le Barça est habitué. Ils peuvent faire l'exploit au match retour. On verra ça c'est la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine. Alors, du tennis à présent. Oui, du tennis avec un bras de fer à la fédération. D'un côté, il y a une jeune joueuse, elle s'appelle Caroline Garcia, elle a 23 ans. De l'autre, il y a Yannick Noah, là vous le connaissez, c'est le sélectionneur des équipes de France. Et entre eux, franchement, ce matin, ça chauffe. Alors regardez, Caroline Garcia, c'est elle vient d'être appelée par la Fédération française de tennis pour jouer en Fed Cup contre l'Espagne. C'est l'équivalent de la Coupe Davis chez les hommes. Le problème, c'est que cette jeune Française de 23 ans, elle ne veut pas jouer cette saison en équipe de France. Il s'agit pourtant pour ce match d'un match décisif de barrage qui sera disputé les 22 et 23 avril prochains pour rester dans le groupe mondial. Alors elle ne veut pas venir jouer. Du coup, Yannick Noah, vous allez voir à l'image, lui, il a quand même appelé Garcia. Il veut que la Française vienne, même si elle se dit blessée. Et la fédération l'a donc convoquée pour vérifier sa blessure. Si elle ne se rend pas au rassemblement des Bleus, eh bien, elle risque tout simplement, Caroline Garcia, d'être suspendue pour Roland-Garros dans 3 semaines. Du tennis, toujours, mais sur les courses cette fois, avec 2 Françaises engagées au tournoi de Biel en Suisse. La première ici, c'est Océane Dodin, 20 ans. Elle s'est qualifiée pour le 2e tour en éliminant la Taïwanaise Xie. Victoire facile en 2-7, 6-2, 6-2. Elle, c'est Pauline Parmentier. Elle a 31 ans, elle est toujours en Suisse. Et pour elle, l'aventure va s'arrêter là. Elle s'est inclinée face à la Bélarusse Sasnovic en 3-7, 3-6, 6-2. 6-3. Un petit mot encore tiré dans l'actualité. Il y avait du basket hier soir avec de la Pro A. Et le champion en titre, l'Asvel, a pris une claque. Hier soir, c'était au Portel. Défaite 82-58. Du coup, l'Asvel sort du top 8 au championnat. Et on voit mal comment cette équipe pourrait conserver son titre en Pro A. Ils sont vraiment loin, l'Asvel, ce matin. Et on va terminer avec un marathon. Alors, c'est pas le marathon de Paris, là. Non, c'est le marathon de l'extrême. On va dire un peu extrême. Vous avez déjà couru un marathon, Thierry? J'en ai fait une petite partie. Vous savez comment c'est dur? C'est dur. Alors, je vais vous montrer 2 marathons complètement dingues parce que radicalement opposés au niveau des températures. Vous allez voir, c'est des extrêmes. Là. Alors, d'abord, regardez. Nous sommes ici dans le Sahara sud-marocain, c'est-à-dire à peu près au milieu de nulle part, comme en témoignent ces images d'hélicoptères. Bienvenue au 32e marathon des Sables. Alors, c'est un truc de fou du désert pour 1200 concurrents qu'on aperçoit ici. Au programme, accrochez-vous bien, 6 étapes, 250 km. Hier, c'était la 2e étape. Il fallait avaler quand même 32 km en moins de 11 heures. Vous voyez un peu la difficulté. Si on ajoute qu'il fait 30 degrés quand même à ce moment-là, ça calme. Du coup, ils sont contents quand ils arrivent. Regardez, mais le truc, c'est qu'il faut quand même recommencer tous les jours. Ça dure jusqu'à lundi prochain. On prend les mêmes, ou presque, et on remonte direct
vers le pôle Nord. Vous voyez le choc thermique, là ils ne sont qu'une cinquantaine, sont encore peut-être plus fous que ceux du désert. Ce marathon-là, il se court sur l'eau gelée de l'océan Arctique avec 3 mètres d'épaisseur de glace. Température, moins 30. Si vous faites le compte avec le Maroc, ça fait un différentiel de 60 quand même. Alors les conditions sont très dures, des visages sont givrés. À noter que chez les femmes, c'est une Française, elle s'appelle Frédéric Laurent, qui l'a emportée. La voici avec son drapeau français, c'est sympa quand même. Attention de ne pas glisser. Vous voyez comme c'est givré. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci, Merci, à très bientôt. Alors, on va parler d'emploi, puisque ce qui me prend, moi, tout de suite, surtout que Valérie n'est pas là, donc ce n'est même pas la peine de l'appeler. Non, on va parler emploi. Et alors, quel emploi en plus? Si vous rêvez de voyager pendant 1 an, tout frais payé, c'est le rêve de ceux qui ont envie de vivre une autre vie. Eh bien, Sophie Pignal vous propose de vivre cette vie. C'est une agence de voyage qui recherche actuellement la personne qui saura faire découvrir à ses clients les pays vus de l'intérieur. Marc Roscoe est un spécialiste du voyage sur mesure. Notre métier, c'est d'envoyer les Français découvrir le monde et faire des belles rencontres hors des sentiers battus. Nous recherchons un ambassadeur qui est un espèce de grand reporter ou envoyé spécial, dont le métier va être de découvrir une quinzaine de pays pendant 12 mois et de partager son expérience avec l'ensemble de notre communauté. On va lui demander de vivre ce qui est vraiment dans l'ADN de la société, à savoir de découvrir le pays de l'intérieur. Ça veut dire aller à la rencontre des populations locales. Ça veut dire, s'il est à Shanghai, d'aller assister à un combat des insectes dans le marché des insectes de Shanghai. Ça veut dire découvrir Xi'an à vélo, tel que le font les Chinois, tel qu'ils le vivent véritablement de l'intérieur. Cet envoyé spécial, il a 12 mois. Il a 12 mois, donc il a le temps d'aller découvrir vraiment le pays et d'aller en profondeur et le plus proche possible des populations et d'avoir une vie locale. Donc de partager des moments de vérité, voilà. Au programme, l'Australie, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Pérou, l'Argentine, les Seychelles, le Sri Lanka, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Vietnam, le Cambodge, l'Islande et Cuba. C'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai 45 ans depuis hier, je me considère comme très jeune. Je pense que c'est une expérience qui est assez unique. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la France, c'est un pays dans le reste du monde et qu'il est absolument essentiel pour des jeunes aujourd'hui qui veulent travailler, de s'ouvrir au monde. Ça va leur apporter énormément en termes d'initiative aussi, parce qu'il va falloir qu'ils s'adaptent dans chacun des pays. Parce qu'on leur demande d'être l'organisateur de leur voyage. On finance tout, mais c'est néanmoins à eux de monter ce voyage. S'ils ont du matériel photo ou vidéo, c'est très bien. Sinon, c'est la société qui pourra le fournir. On a tout le matériel, on le mettra à leur disposition. Mais en tout cas, on attend d'eux qu'ils sachent utiliser, qu'ils sachent monter les films et qu'ils sachent les partager. Nous proposons comme salaire un SMIC. Et après, tout est pris en charge à côté. Bien évidemment, les billets d'avion, la nourriture, l'ensemble des transports et le matériel photo si besoin également. À l'heure où le marché de l'emploi se mondialise, cette expérience originale est un sérieux atout pour le candidat retenu. Pour postuler, c'est très simple, il suffit de se connecter à l'adresse suivante. Là, on va partir en Italie. On va retrouver François Baudonnet. Vous aimez l'Italie ? Vous aimez Rome, vous aimez les artichauts, les Italiens en raffolent et l'artichaut romain, c'est quelque chose. N'est-ce pas, François? Bonjour. Oui, bonjour Thierry. Ce matin, effectivement, je vous parle de l'artichaut. Pourquoi de l'artichaut ici à Rome? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la saison, c'est le moment de la récolte de l'artichaut. Il faut savoir ici que l'artichaut, il y en a presque partout autour de Rome. L'Italie, d'ailleurs, le premier producteur mondial d'artichaut. Ensuite, parce qu'il s'agit presque d'un plat national, en tout cas d'un plat romain. Traditionnellement, on mange de l'artichaut ici depuis des siècles. Alors ce qui est surprenant, surtout pour un Français, c'est que l'artichaut, on ne le mange pas bouilli comme chez nous, mais on le mange frit. Alors la première fois que j'ai essayé, ça m'a un petit peu surpris et je vous assure, en fait, c'est absolument délicieux. Alors il se tient chaque année une fête de l'artichaut. Ça se passe à une trentaine de kilomètres au sud de Rome, dans la région de Rome, dans une ville qui s'appelle Ladispoli. Et je vous propose d'aller faire un tour dans cette fête. Et c'est un reportage qui a été réalisé avec Carla Bucero-Lanzi et Rebecca Cananier. Près de 150 000 personnes en 3 jours. La fête de l'artichaut de Ladispoli, la plus grande de la péninsule, est chaque année aussi populaire. Ici, on vient de toute l'Italie pour déguster cette fleur comestible sous toutes ses formes. L'artichaut se prête en effet à toutes les recettes.
Aujourd'hui, j'ai mangé de l'artichaut frit, de l'artichaut à la juive et des pâtes aux artichauts. Et c'est délicieux. Moi, ça me rappelle mon enfance. On vient à cette fête car c'est une belle façon de rentrer dans le printemps. Partout sur les stands, on prépare des tonnes d'artichauts. Antonella nous livre ses meilleures recettes. Pour l'artichaut frit, on le roule dans la farine. Après, on le met dans de l'œuf. Et après, on le frit. Et pour l'artichaut à la juive, là, on le prend en entier et on le frit directement dans l'huile. Et si vous en doutiez, l'artichaut permet aussi de faire des sculptures. Là, il s'agit d'un pan, si. Ici, c'est un poulpe. La Dispolis se trouve près de la mer. Et tout cela demande beaucoup de travail. J'ai utilisé 400 artichauts. On s'y est mis à 4 personnes de 8 h du matin à 8 h du soir. Pour finir, un petit cocktail à base d'artichauts pressés. Entre les Italiens et ce chardon en fleurs, c'est une véritable histoire d'amour. Alors justement, François, comment s'appellent ces fêtes de l'artichaut? Et puis d'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup dans la région? Alors oui, effectivement, ce que vous venez de voir, ça s'appelle une sagra, au pluriel les sagrés. Une sagra, en fait, eh bien, c'est une fête. C'est un mélange en fait de fêtes païennes, mais très souvent également de fêtes religieuses. Là, c'est pas le cas pour la sagra de l'artichaut, mais souvent il y a des processions religieuses. Ce sont des traditions extrêmement anciennes en Italie. Et à chaque fois, eh bien, on va fêter un produit. Alors ça peut être l'artichaut, ça peut être le raisin, ça peut être le vin, ça peut être les charcuteries, les pizzas. Et comme ça, surtout dans cette période où nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire au printemps, eh bien, il y a partout comme ça en Italie, dans tous les villages d'Italie, des sagrés sur un produit précis. Et c'est une tradition que les Italiens adorent et qu'ils ne voudraient perdre pour rien au monde. Merci beaucoup, merci François. Et puis un petit salut, comme je le fais régulièrement, à ceux qui nous regardent en Italie, parce qu'on regarde Télématin dans le monde. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, j'ai la sensation que ça se durcit un peu. Oui, les attaques s'intensifient en effet contre Jean-Luc Mélenchon de la part des partisans, notamment de François Fillon, parce que les deux candidats, vous savez, se disputent actuellement la 3e place dans les sondages. Alors le Figaro consacre son dossier principal au programme de Jean-Luc Mélenchon, programme délirant, je cite, et dont le coût faramineux s'élèverait à 270 milliards. Alors c'est le grand jeu entre les candidats, expliquer pourquoi le programme de l'adversaire est irréaliste, ou bien parce qu'il coûterait trop cher dans le cas de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, ou bien parce qu'il demanderait beaucoup de suppression d'emplois et que ça mettrait la France dans une crise terrible. Ça, c'est plutôt les reproches contre Emmanuel Macron ou François Fillon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous autres Français, vous voyez, nous sommes toujours parmi les plus taxés de tous les pays développés. Ici, c'est les Échos et le Figaro qui nous le confirment quand on ajoute les impôts et les charges sur les salaires. Ça s'est un peu amélioré, mais le contribuable français, surtout de la classe moyenne, est l'un des plus ponctionnés au monde. Voilà donc pour les dossiers principaux du Figaro et des Échos ce matin. Mais il y a aussi ce matin une pique contre François Fillon, nouvelle boulette. Pas très grave celle-ci, mais quand même ça fait désordre. Vous allez voir le Canard enchaîné. Selon le Canard enchaîné, figurez-vous que François Fillon est toujours officiellement domicilié à Matignon. Il n'a pas fait son changement d'adresse depuis qu'il n'est plus Premier ministre, ce qui fait quand même 5 ans. C'est avec cette adresse-là, l'adresse de Matignon, qu'il a voté depuis à toutes les élections qu'il y a eu depuis qu'il n'est plus à Matignon. C'est illégal. L'équipe du candidat a dit au Canard enchaîné, c'est pas grave, quand on déménage à l'intérieur de la même commune, on n'est pas vraiment obligé, explique-t-il, de faire son changement d'adresse pour voter. Sauf que c'est faux, c'est absolument faux. Surtout à Paris, où selon les différents quartiers, vous ne votez pas pour le même député. Donc c'est important. Et le pire, explique le Canard enchaîné, le pire, c'est que normalement, on ne peut pas être candidat à la présidence de la République quand on n'est pas inscrit de manière régulière sur les listes électorales. Ce serait le pompon. Je vous renvoie au Canard enchaîné pour cette nouvelle péripétie. Et puis, comme toujours, les journaux évoquent des dossiers qui ont été peu traités pendant cette campagne présidentielle. Par exemple, Libération et Le Figaro remarquent tous les deux que quand on est trop diplômé, on a du mal à trouver du travail. Alors le pire, bien sûr, c'est quand on n'est pas diplômé du tout, mais quand on a un diplôme trop élevé, il y a aussi des difficultés. Alors est-ce que c'est la faute des étudiants qui visent trop haut et qui feraient mieux d'être plombier où il n'y a pas de chômage? Ou bien est-ce que c'est la faute des institutions qui ne savent pas en France trouver des débouchés pour les grands talents? Peut-être un peu des deux. Autre question importante pour les Français, la santé. Vous lirez dans Le Parisien aujourd'hui en France cette histoire incroyable. Une femme atteinte d'un cancer qui a été obligée de lancer une cagnotte sur Internet pour se soigner. Pourquoi? Parce qu'on est en France, on a la sécurité sociale. Donc pourquoi elle a besoin?
Parce que la Sécu estime justement que le médicament en question ne fonctionne pas bien, donc elle refuse de payer. Elle estime que c'est un médicament qui n'a pas d'intérêt. Mais le médecin de la dame dit, vous voyez sa citation, le médecin de la dame dit si dans ce cas précis, c'est ce médicament qu'il faut. Donc la dame a été obligée de faire appel à la solidarité. On a l'impression, encore une fois, que les structures, en l'occurrence de la santé dans notre pays, ne sont pas en adéquation avec la société. C'est aussi le cas d'ailleurs de cette troisième et dernière histoire. Alors heureusement, là, c'est moins sérieux. Vous lirez un peu partout que les Vélib, les vélos libre-service à Paris, vont changer de main. Ce ne sera plus la célèbre société JC Deco, mais une PME de Montpellier qui, à partir de l'année prochaine, va gérer les vélos de la capitale. Parce que le service de Deco n'était pas satisfaisant, estime la mairie. Des vélos trop faciles à casser, des stations trop souvent pleines ou au contraire complètement vides. Par contre, sachez que les tarifs vont augmenter avec la nouvelle société assez fortement, plus de 30%, parce que jusqu'ici, ce n'était pas rentable. Et puis, on ne sait pas non plus ce qu'il adviendra des salariés, les salariés actuels de Deco. Vous voyez d'ailleurs que Deco attaque en justice cette décision de la mairie de Paris, c'est-à-dire dans le Parisien, dans Libération, dans le Figaro et dans La Croix. Et on se retrouve un peu plus tard, Frédéric, oui, pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Caroline Roux et son invité pour les 4 vérités. Caroline Roux qui reçoit aujourd'hui Yannick Jadot, député européen écologiste. Bonjour. Bonjour, oui, Yannick Jadot qui avait, vous vous en souvenez, renoncé à sa candidature pour soutenir celle de Benoît Hamon. Aujourd'hui, la campagne du candidat Hamon tourne au chemin de croix. Il a envoyé une lettre à 9 millions de Français, histoire de relancer sa campagne. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Caroline Roux. Je le disais, Benoît Hamon a adressé un courrier à 9 millions de Français, une lettre pour enrayer la chute. C'est un peu court, non ? Non, on est dans le moment de la campagne utile, on est dans la campagne officielle et je crois qu'il y a chez les Françaises et les Français un sentiment une sensation de nausée autour de cette campagne qui Pourquoi a beaucoup tourné. Nausée ? Parce qu'il y a eu toutes les affaires. Il y a le sentiment un peu que cette campagne est une énième campagne inutile qui ne va pas résoudre leurs difficultés au travail, pour trouver du travail, la souffrance au travail, la refondation de l'Europe, la revitalisation de nos institutions, leur santé. On est à 10 jours, il y a un sondage France Télé ce matin qui donne Benoît Hamon à 8%. Et un autre qui le donne à 10%, oui, mais il n'est pas dans ça a beaucoup... La campagne a été extrêmement rapide. Il peut se passer encore énormément de choses dans les 10-12 jours qui nous restent. Moi, ce que je veux, c'est que les Françaises et les Français ne se résignent pas, soit au sentiment comme ça de nausée en disant finalement cette classe politique est toute pourrie, soit au vote utile, au renoncement, au vote par défaut, où on se dit le seul sujet c'est contre Marine Le Pen. Marine Le Pen ne sera pas élue à cette élection présidentielle. Vous êtes sûr de vous ? Oui, le choix qu'ont les Françaises et les Français, c'est entre François Fillon et la régression sociale et les affaires. Là, Emmanuel Macron, le candidat qui veut renforcer la monarchie républicaine de ce pays. Moins de pouvoir au Parlement, plus de pouvoir aux entreprises. Je gouvernerai par ordonnance. Jean-Luc Mélenchon, qui a plein de bonnes idées, mais qui veut sortir la France de l'Union européenne. On va y venir sur Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous pouvez ne pas croire les sondages quand ils vous concernent et les croire lorsqu'ils concernent Marine Le Pen ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous dites, en gros, elle ne sera pas élue au second tour, parce que c'est ce que disent les instituts de sondage. Non, c'est pas ce que je pense. Ah bon ? Je pense que la France est encore un pays résilient. Il y a énormément de colère, énormément d'exaspération, mais il y a aussi encore tout cet énorme potentiel d'énergie vitale dans la société. Ceux qui innovent dans les entreprises, ceux qui agissent dans les quartiers, ceux qui se mobilisent dans le combat antiraciste, pour l'environnement, pour une agriculture respectueuse. Comment on enraye la chute à 10 jours d'un scrutin ? Yannick Jadot, que doit faire Benoît Hamon aujourd'hui ? Il doit confronter son programme avec les programmes des autres candidats. Ce que veulent les Françaises et les Français, c'est qu'on résolve leurs problèmes quotidiens, qu'on ait un projet français partagé. Quand Benoît Hamon est le seul qui prend en main la question de la santé, vous savez, du fait de l'environnement, de nos modes de vie, c'est 15 000 cancers par an, 48 000 morts liés au pic de pollution. La question du travail, Benoît Hamon est le seul qui va, parce que justement, il engage la transition écologique, créer près d'1 million d'emplois. C'est celui qui garantit les services publics. Pourquoi ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous avez du sens politique, de l'expérience politique. Le problème, si ce n'est pas le message,
C'est le porteur du message? C'est le candidat? Non, il va falloir que ces 10 derniers jours soient un débat sur le projet. Moi, partout où je vais, et je suis beaucoup sur le terrain pour défendre cette campagne, pour défendre ce beau projet, les Françaises et les Français nous disent « Mais quand est-ce que vous allez parler dans cette campagne de nos problèmes ?» Donc, il va falloir que collectivement, nous parlions du travail, parler de la démocratie, parler de l'entreprise, parler de l'Europe. Et quand je vois, encore une fois, Benoît Hamon, lui crée des emplois, lui s'attaque à la souffrance au travail avec le burn-out et la pénibilité. Vous avez François Fillon qui va détruire 1 million d'emplois. Benoît Hamon veut faire la 6e République. Emmanuel Macron veut la monarchie républicaine. Benoît Hamon veut faire de l'Europe ce grand espace de civilisation où on investit sur la transition écologique, on lutte contre le dumping social. Quand Jean-Luc Mélenchon veut nous sortir de l'Union européenne avec une grande alliance avec la Russie, ça peut pas être ça. On y vient. Vous savez bien que le problème, c'est pas François Fillon. Votre problème, c'est pas François Fillon. Votre problème, ça n'est pas Emmanuel Macron. Votre problème s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Hier, il y a eu des meetings. François Fillon cible le communiste, Emmanuel Macron cible le sénateur socialiste qui était dans la vie politique quand il était, lui, au collège. Est-ce que c'est un danger pour la France, Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas si c'est plus un danger pour la France qu'Emmanuel Macron qui veut continuer les mêmes politiques que François Fillon qui veut abaisser socialement et démocratiquement notre pays. Mais quand j'écoute le discours de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, il nous dit quoi? Il nous dit, il faut aller vers la sortie de la France de l'Union européenne. Si c'est ça, vaut mieux voter Asselineau. Il nous dit que la géopolitique, c'est être anti-américain. Il ne parle même pas des bombardements chimiques de Bachar el-Assad. Il dit qu'il faut l'Europe de la France à l'Oural. Il remet en cause les frontières européennes. Ça n'est pas un discours de paix qu'il a porté à Marseille. Ça s'appelle un discours de reddition. Quand vous commencez à dire que finalement, il serait normal qu'une Russie expansionniste récupère les pays baltes et qu'on ne va pas se battre pour les pays baltes et qu'on ne va pas se battre pour l'Ukraine et la Crimée, au fond, il accepte l'expansionnisme russe. C'est un discours qui vous effraie de la part de Jean-Luc Mélenchon? Moi, sur plein de choses, avec Jean-Luc, on est d'accord. Mais sur cette géopolitique, quand il nous explique que la démocratie, c'est Cuba, c'est le Venezuela, c'est la Russie, Poutine, c'est celui qui valide les massacres avec les armes chimiques en Syrie. C'est les massacres à Alep. C'est un régime absolument totalitaire en Tchétchénie dont on apprend qu'ils sont en train de massacrer les homosexuels. C'est Poutine qui tue les journalistes et les opposants. Pourtant, il a fait un discours assez lyrique en disant que pour voter la paix, il fallait voter Mélenchon avec le talent oratoire qu'il mais il a un magnifique talent. C'est un personnage d'une culture extraordinaire. Mais aujourd'hui, proposer aux jeunes de notre pays de sortir de l'Union européenne parce que ce qu'il propose à la fin ne sera jamais accepté ou est construit pour être inacceptable pour les autres. Est-ce que c'est un discours pour la jeunesse? Est-ce qu'on va faire comme les Britanniques, se resserrer? Moi, j'appelle les jeunes. C'est dangereux ou pas? C'était la question que je vous posais. Oui, c'est un discours dangereux? Bien sûr, c'est un discours. Déconstruire l'Europe aujourd'hui, quand on voit les guerres à nos frontières, quand on voit que Trump et Poutine sont climato-sceptiques, quand on voit la lutte nécessaire contre les paradis fiscaux, quand on voit l'importance d'investir dans l'innovation et les entreprises du XXIe siècle, c'est un discours dangereux. Et ça ne peut pas être le discours de la jeunesse. Le discours de la jeunesse, c'est l'Europe, c'est le métissage. Yannick Jadot, vous avez décidé de caler vos pas dans Socialiste, dans ceux de Benoît Hamon. Vous découvrez comment ça se passe un peu, vous le saviez, mais rue de Solferino, est-ce que vous trouvez les socialistes fair-play dans cette campagne avec Benoît Hamon et le premier d'entre eux, à savoir François Hollande? Les militants socialistes sont très engagés dans la campagne. Beaucoup d'élus, et notamment les élus jeunes du Parti socialiste qui ont compris le XXIe siècle, sont engagés dans la campagne. Les vieux classiques, ceux qui veulent que le vieux monde continue, ils sont chez Macron. Et effectivement, Benoît Hamon, il a gagné sa primaire contre la politique de François Hollande. Dans la catégorie les vieux classiques? Écoutez, excusez-moi, mais le quinquennat qu'il a porté n'a pas été totalement validé par les Françaises et les Français. Emmanuel Macron veut le poursuivre avec Alain Madelin sans Christiane Taubira. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une lutte, un combat à mener là. Il faut danser là. C'est un rêve d'opéra. Bonjour Henri-Jean Servat. Dans la famille Alania, je voudrais le mari et la femme. Et le bébé, et la petite fille. Malena, ils ont une petite fille ensemble. Donc vous avez ça à nous proposer. Bien. Quelle rencontre? C'est-à-dire que reprise de Carmen à l'Opéra de Paris, le plus bel opéra du monde, enfin le plus bel.
un des opéras les plus joués au monde, les plus chantés, français en plus donc. 1875, Georges Bizet. à l'époque, une bronca à l'opéra comique, à l'époque, ça n'a pas été apprécié. Un échec total au départ. Ah oui, total. Et puis après, ce n'est qu'après que c'est devenu l'opéra, un des opéras les plus chantés au monde, qui est français, Cocorico, si j'ose dire. Voilà. Alors ce qui est beau, c'est qu'il y a une reprise à l'Opéra Bastille d'un spectacle de Carmen qui a été créé à peu près 20 ans au festival de Peralada, c'est en Catalogne, en Espagne, c'est un festival d'art lyrique, donc en 1999. Donc, et c'était Alagna qui l'avait créé à l'époque, qui avait, dans cette mise en scène-là, qui avait joué le rôle de Don José. Et après avoir une tournée à San Francisco, à Londres, à Oslo, à Barcelone, cette version de Carmen est arrivée à l'Opéra de Paris il y a quelques semaines, on peut le dire, avec Roberto Alagna qui chante Don José. Alors Roberto Alagna, magnifique, on ne va pas dire, idolâtré par tout un chacun et à juste raison, une voix magnifique, une diction à tomber par terre, je veux dire, généreuse, solaire, joyeux. Mais les gens adorent, idolâtrent, et avec raison, je veux dire, avec tort, Roberto Alagna. Alors ce qu'il y a de beau, c'est qu'il chantait, et ce qu'il y a de magnifique, c'est que Alagna, qu'on est allé voir à l'opéra, m'a dit, mais écoutez, je vais vous présenter ma femme. Alors, Alagna s'est marié, comme c'est un génie de la chanson opératique, il a épousé une génie de la chanson opératique qui s'appelle Alexandra, on écrit Kurczak, Alexandra Kurczak, on dit, voilà, qui est une soprano polonaise, qui joue et qui chante avec lui dans cette version de Calixto Beio. Alors, Brett France, c'est une version un peu rugueuse, il y a des Mercedes sur scène, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de... Mais moi, je trouve que on fait balader, il y a un mec qui va torer un peu à poil sur scène, les fesses à l'air et tout ce qu'on peut imaginer à l'air. C'est pas ce qui vous C'est pas ce qu'il y a de mieux, non mais ouais. c'est vieillot, c'est démodé, c'est grotesque. Mais ce qui est magnifique, c'est les voix sur scène. Alors, il y a une Carmen, parce que Clémentine Margaine, et ce que chante Madame Alagna sur scène, c'est pas du tout le rôle de Carmen, c'est le rôle de Micaëla qu'on voit au début. Voilà. Parle-moi de ma mère, le fameux air qu'on lui vole. Donc, ils sont pas tout le temps ensemble. Je vous invite donc à retrouver dans les coulisses de l'Opéra Bastille à Paris, Alagna, et pour la première fois à la télé, Madame Alagna, donc grande soprano, et c'est un délice de les voir tous les deux ensemble. Je vous présente avec plaisir Alexandra Kurczak, en polonais on dit Kurczak. C'est mon épouse et je suis ravi parce qu'elle chante pour la première fois Micaëla. Et je dois dire que pour une fois, Micaëla prend une envergure incroyable dans cet opéra, peut-être à cause de cette relation. Et on sent que Don José a aimé cette Micaëla, qu'il l'aime toujours. En tout cas, nous, cette promesse, elle est faite pour de vrai, puisque nous sommes un couple marié à la ville, nous avons un enfant et nous sommes ravis d'avoir la chance d'être sur scène ensemble. C'est tous les jours le grand plaisir pour moi de chanter avec Roberto parce qu'il est vraiment artiste unique. Comme il fait le personnage, comme il joue, comme il chante, il donne vraiment tout. Et la Micaëla est une merveille pure pour moi parce que la musique écrite de Bizet est vraiment magnifique. Bravo. Je suis vraiment étonné parce que vous savez qu'Alexandra ne parlait pas français il y a encore 2 ans et c'est assez incroyable de l'entendre comme ça. Je prends la langue à maison quand Roberto parle avec la petite. Alors je prends comme ça. Lentement. Nous, Français, nous sommes fiers d'avoir un opéra comme Carmen, parce que c'est un opéra qui a conquis le monde. Tout le monde adore Carmen, tout le monde adore cette histoire. Ici, je vais rentrer avec un sentiment particulier sur scène. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je chante ce rôle à Paris, donc chez moi. C'est la première fois que je chante ce rôle avec mon épouse. Mais il y a aussi ce public à Paris, cette production que moi j'adore, parce que c'est une production qui ne vieillit pas en réalité, parce qu'elle est cinématographique, elle a les sentiments que les interprètes véhiculent entre eux sont modernes. Le jeu est fantastique parce que c'est une Espagne d'aujourd'hui avec ses gitans qui font de la contrebande, avec sa violence, avec son sexe, mais en même temps aussi un film à la Pedro Almodóvar. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que nous soyons dans la même ville au même moment, c'est-à-dire pas de chanter obligatoirement ensemble. Mais ce qui est important pour notre vie privée, pour notre famille, c'est d'être ensemble et pas trop séparés. Parce que si vous êtes séparés, vous ne pouvez pas avoir une vie de famille.
Il y a une excitation du public quand il y a un vrai couple. Je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de magie. Et ici, vous allez le sentir, vous allez voir que les gens frissonnent dès qu'on est ensemble parce que il y a une magie qui opère sur scène. Et nous, on sent le frémissement de ce public. Alors je crois qu'il doit y avoir 6 Mercedes sur scène à peu près, là, qui roulent comme ça. Mais gros succès. Ah ben ça veut dire que c'est un triomphe. Pas tellement pour la mise en scène, parce qu'à un moment il y a des sifflets ou quoi, mais c'est un triomphe personnel pour, disons, pour les Alagna, extraordinaire. Clémentine Margaine, Carmen est très épatante aussi, le chef d'orchestre, Bertrand de Billy, c'est épatant. Mais Alagna, je veux dire, il retrouve Paris, puis dans Don José, je veux dire. Et il est content d'être là, il est fier comme Artaban de présenter ça. Vous avez vu sa petite fille, Malena, et il a consacré à sa petite fille le prochain, enfin l'album, regardez, de Roberto. Malena, c'est le prénom de sa fille, ce sont des chansons siciliennes et des chansons napolitaines. Et puis en bas, vous avez deux opéras auxquels a participé Alexandra. Et puis toujours, sa vie est un opéra. Il fait notre vie un opéra, Alagna, avec Madame Alagna. Gardez-en un peu pour tout à l'heure, car on se reverra, Henri-Jean. Avec les Alagna. Merci Voilà, beaucoup. parfait. Et c'est jusqu'au 16 juillet. Hein, voilà. La Oui, météo... il rechante le 16, il chante plus, mais il chante le 16 et sera différé ce sera retransmis en direct par France 3. Voilà. Merci beaucoup, Henri-Jean. À tout à l'heure. Tonight. Alors là, en ce moment, on en parle beaucoup d'allergies, des pollens, mais on va parler de l'asthme. L'asthme chez l'adulte avec Brigitte Fanny-Cohen. L'asthme chez l'adulte peut-il guérir, écoutez bien le mot qui suit, spontanément? Eh bien oui. Oui, c'est ce qu'affirme une étude canadienne, je crois, hein, Brigitte. Oui. Mais est-ce qu'on peut d'abord avoir la définition exacte de ce que c'est que l'asthme? Oui, bien sûr. Alors l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des bronches. Hein, et dans cette maladie, ce qui est très caractéristique, ce sont les fameuses crises d'asthme pendant lesquelles les bronches vont se contracter, vont se resserrer. Et du coup, l'air passe difficilement. La personne asthmatique, du coup, respire difficilement. Elle a une respiration sifflante, elle se fatigue, elle s'essouffle. Donc ça, ce sont les fameuses crises d'asthme. Mais normalement, entre deux crises, les patients asthmatiques, dans la plupart des cas, respirent bien. Et je rappelle que c'est une maladie qui concerne quand même en France 4 millions de personnes. Alors, donc il semblerait que parfois on dépiste mal l'asthme. Ou alors on considère quelqu'un d'asthmatique alors qu'il ne l'est pas. C'est assez compliqué, ça mérite des précisions. C'est exactement ce que montre cette étude publiée récemment par des chercheurs canadiens. C'est une étude qui concerne aussi la France, vous allez voir pourquoi. Ils ont fait une étude sur 600 patients adultes et au terme de cette étude, ils se sont rendus compte qu'un tiers de ces patients asthmatiques avaient guéri spontanément. Alors, un tiers des patients asthmatiques qui avaient été diagnostiqués dans les 5 dernières années ne sont pas des patients asthmatiques depuis l'enfance. Et la question qu'il se pose, c'est est-ce que vraiment ce sont toutes des guérisons spontanées ou est-ce que ce sont des patients qui, peut-être, ont été diagnostiqués asthmatiques à tort? Alors, il peut y avoir quelques guérisons spontanées, notamment dans les asthmes allergiques. Par exemple, une personne est allergique au chat, elle fait de l'asthme, le chat n'est plus à la maison pour une raison ou pour une autre, et puis la personne n'est plus asthmatique. Ça peut arriver. Mais les médecins et des spécialistes français font le même constat. Il y aurait certainement des diagnostics erronés, c'est-à-dire des personnes qui ont été étiquetées en quelque sorte asthmatiques. On leur a posé ce diagnostic d'asthme sans faire tous les examens nécessaires. Hein, et c'est pour ça que finalement ils guérissent de leur asthme parce qu'en fait ils n'étaient pas si asthmatiques que cela. Ce qui pose un problème, c'est qu'il existe des patients peut-être qui prennent un traitement pour rien, hein, qui sont surtraités, qui n'ont pas le bon diagnostic. Et pour cela, donc comment faire pour faire le bon diagnostic d'asthme? Il faut passer par certains examens et notamment un examen qui n'est pas toujours utilisé et qui s'appelle la spirométrie. On regarde. Voilà, vous respirez tranquillement, très bien. L'asthme se manifeste essentiellement, mais pas toujours, par des crises d'essoufflement avec des sifflements. Mais parfois le tableau clinique est moins clair. Ça peut être par exemple un essoufflement permanent avec peu de crises, ou bien ça peut être par exemple une toux chronique. A l'inverse, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Il y a d'autres maladies des bronches, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO dont on parle beaucoup actuellement, mais aussi l'insuffisance cardiaque qui peut se manifester de cette manière. Donc le diagnostic d'asthme n'est pas toujours facile. Alors comment va votre asthme?
Un peu mieux ces derniers temps, ça a été difficile il y a un mois suite à une bronchite. Et depuis, j'ai beaucoup de mal à respirer justement, profondément. Pour porter un diagnostic d'asthme, il faut bien évidemment d'abord s'appuyer sur l'interrogatoire de la personne, l'examen clinique, qui sont absolument essentiels, et on doit s'aider d'autres éléments complémentaires, et notamment la spirométrie. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer votre fonction respiratoire. Gonfler, 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 vider. La spirométrie consiste à mesurer la respiration, les volumes pulmonaires chez un sujet à qui on demande de souffler dans un appareil. Et puis on va tester les effets d'un certain nombre d'agents sur sa respiration, que ce soit des agents qui vont dilater les bronches ou au contraire qui vont entraîner une obstruction bronchique. Vider. Cet examen contribue largement à porter le diagnostic d'asthme. Malheureusement, environ 80% des patients qui sont étiquetés asthmatiques n'ont jamais eu de spirométrie, ce qui est un véritable problème. Et ça contribue aux erreurs diagnostiques. En inspiration. Et soufflez fort, 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 fort. Pour les patients qui ont été étiquetés à tort asthme, les traitements de l'asthme n'ont pas d'indication. En outre, ils ne sont pas indemnes d'effets indésirables. En particulier, les corticoïdes inhalés peuvent entraîner une mycose au niveau orobuccal, peuvent entraîner une fragilité cutanée, peuvent favoriser la cataracte. Il est important de les arrêter s'ils ne sont pas nécessaires. En outre, c'est contraignant pour un malade de prendre de manière pluriquotidienne ces médicaments et ça a un coût pour la société. Les patients qui n'ont plus aucune manifestation d'asthme, qui ont peut-être été étiquetés à tort asthmatiques, doivent avoir une réévaluation, qui est d'ailleurs recommandée chez tous les asthmatiques de manière annuelle. Cette réévaluation se fait à la fois sur le plan clinique, mais aussi spirométrique. Encore, c'est parfait. Wow. Bon, j'espère que madame va mieux, parce que là, elle a soufflé. Hein. Elle est encouragée par le médecin qui est plutôt sympa. Donc la spirométrie, pas hésiter à en parler à son médecin, justement, voilà, si jamais effectivement on est diagnostiqué asthmatique sans avoir jamais passé cet examen-là, effectivement, il faut le demander à son médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse, il existe des personnes qui sont asthmatiques, mais qui ne sont pas dépistées. Donc, ça, c'est un autre problème. Donc, il y a effectivement peut-être des diagnostics erronés, mais aussi des personnes qui échappent au dépistage et qui ne sont pas traitées, alors qu'elles pourraient être soulagées certainement de leurs symptômes par un bon traitement. Merci beaucoup, Brigitte. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Installez-vous, hein, je vous en prie. On est là jusqu'à 9h25, on a le temps. Je vous en prie. Oh, pas de souci. On va commencer ce bloc-notes culturel avec un hommage et un bel hommage à la culture africaine avec Myriam Sora. Toute l'Afrique et sa culture sont réunies en ce moment à Paris pour la deuxième édition d'un festival pluridisciplinaire. Oui. Ça se passe à la Villette. Ça se passe à la Villette. Alors, c'est vrai que ce printemps va être 100% africain dans la capitale, mais pas seulement. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, la Fondation Vuitton fait une exposition aussi sur l'art africain. Le musée du Quai Branly expose l'art de Picasso avec son influence de l'Afrique. À l'Institut du monde arabe, il y a également une exposition autour de l'Afrique. Le musée d'Apper et le musée de l'automate, également dans le Lot, à Souillac, qui expose les marionnettes du Mali. Donc, vraiment, résolument, l'Afrique a le vent en poupe et c'est tant mieux. C'est vrai que depuis quelques années, les artistes, notamment les artistes d'art contemporain africains, explosent et exposent dans tous les musées du monde. Alors c'est plus les personnes fortunées du continent qui achètent leurs œuvres d'art, ce sont aussi les collectionneurs internationaux qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ces artistes. Alors, pour la deuxième édition du festival 100% qui se passe à la Villette, cette année, ils se sont axés sur l'Afrique. Le festival s'appelle donc 100% Afrique et vous l'avez dit Thierry, c'est un festival pluridisciplinaire, mais avec comme axe central une grande exposition qui s'appelle Afrique Capitale et qui met en avant, à travers des œuvres d'art contemporain, une soixantaine d'artistes à peu près. D'ailleurs, pour certains, ils n'avaient jamais exposé en France. Ils mettent en avant donc l'art contemporain, mais aussi les grandes villes africaines. Donc je vous peinture, sculpture, oui, peinture, sculpture, vidéo, domaines. voilà, exactement tous les domaines. Et puis autour de ça, on en a profité pour aller voir un petit concert et une pièce de théâtre. Donc je vous propose de revivre ce moment avec nous du côté de la Villette à Paris. En
On organise un festival sur le parc de la Villette depuis l'an dernier qui s'appelle 100%. C'est un festival en fait qui a pour vocation de montrer la scène contemporaine africaine dans tous les lieux du parc le plus possible. Donc on trouve effectivement une programmation à la fois d'une exposition qui est un peu le cœur de l'événement, mais aussi des concerts, des spectacles et de représenter des artistes qui ne sont pas connus du grand public. On a effectivement construit le festival avec comme pilier central cette exposition qui s'appelle Afrique Capitale et donc pour thème la ville. Dans l'exposition, on voit effectivement c'est une déambulation urbaine. Tous les artistes qui sont dans cette exposition sont de drôles de mélange. Et Alexis Peskin s'est mis un jour à fabriquer ses portraits à base de clous. Il travaille sur des volumes, ensuite il les repeint et il travaille sur les effets. Les ombres et les lumières sont jouées avec les clous qu'il fabrique. Poumé Bilex, de la République démocratique du Congo. Il a toute une philosophie à lui, il a tout un monde. Il fait des réunions de cochons, il discute de la paix, il fait des cafetières pingouins, il fait tout un univers. On est dans un spectacle qui porte deux titres, Papa Wemba et Le singe avait raison. Papa Wemba, c'était un grand chanteur de la rumba congolaise. J'ai posé tout de suite le regard sur Papa Wemba, sur son histoire musicale, sur sa poésie rumba, et aussi sur son côté très très humaniste de ce que je connais de lui. J'ai incité et excité les jeunes à venir s'aventurer en Europe, mais dans le bon sens, pas pour qu'ils deviennent des bandits. C'est un spectacle de théâtre avec de la musique à l'intérieur. C'est comme ça, je dirais ça. Oui, on est 3 comédiens sur le plateau et un musicien, donc on est 4 sur le plateau. Voilà, on est dans des ambiances comme ça, assez coloriées, assez ludiques, pour la simple raison que Papa Wemba lui-même, dans ses clips et dans ses concerts, c'est de la rumba, c'est de la musique, c'est très dansante, donc les costumes de scène et les effets de scène, évidemment, il faut y aller, quoi. Les choses ne s'entendent plus avec un drapeau ou une hymne nationale. C'est au-delà. L'engouement pour la culture africaine, c'est un continent qui est en pleine mutation, avec une scène extrêmement innovante, avec des artistes qui créent dans toutes les villes d'Afrique, qui s'exportent, qui échangent avec d'autres artistes internationaux, en Europe, mais ailleurs. On commence à les voir, on commence à en entendre parler, et forcément, les acteurs culturels que nous sommes, on s'y intéresse et on les présente au grand public qui ne les connaît pas forcément. Coupé, décalé, coupé, décalé. Ah, c'est bien que l'Afrique soit à l'honneur et l'exposition va bouger. Ah oui, alors cette exposition, elle va se retrouver à la gare de Lille à partir du mois de mai. Ensuite, elle va tourner dans toute l'Europe et peut-être même aux États-Unis. Et puis, il y a aussi des photos. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le reportage. Pendant l'interview, on voit des photos à l'extérieur parce que dans le cadre de Paris Photo, il y a aussi des photos de grands artistes africains à l'extérieur de la Villette. Donc, c'est aussi une occasion d'admirer ces belles œuvres d'art. Voilà. Les Afriques. Afrique au pluriel. Afrique effectivement, au pluriel. Ça donne envie. Hein. Absolument. Merci beaucoup, Myriam. Alors, Frédéric Zetoun nous a rejoint, Sylvia Digard, Frédéric Rivion. Là, nous allons rendre hommage et écouter un chanteur kabyle. Un grand poète kabyle. Que vous connaissez tous à travers un titre qui a été le premier tube de world music, si on veut faire un petit peu branché. 76, Idir, grand poète kabyle qui a toujours lutté pour la défense de cette langue. Une langue qui a été interdite d'enseignement, je vous le rappelle quand même, en Algérie, durant toutes les années 60 et 70. On ne pouvait pas étudier le kabyle. Le seul moyen que l'on avait pour continuer à pratiquer cette langue, c'était d'écouter les poètes et les chanteurs. Et dans ces poètes et ces chanteurs, il y avait Idir qui fait un tube totalement improbable en 1976, en reprenant cette berceuse kabyle, Avava Inouva, vous qui parlez le kabyle couramment, Thierry, ça veut dire mon papa à moi. Mon papa à moi. Avava Inouva, mon papa à moi. Et avec ça, il est, lui, à l'époque à l'armée, en Algérie, il est dans une caserne, et on lui apprend que le monde entier est en train, cet été 76, de chanter cette chanson. Depuis, Idir a fait une dizaine d'albums, et là, à l'aube de ses 68 printemps, il a eu l'idée de rendre hommage aux grandes chansons françaises qui l'ont, lui, inspiré pour écrire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a levé son téléphone, très simplement, il a appelé Charles Aznavour, il a appelé Maxime Le Forestier, il a appelé Patrick Bruel, voilà, sans fil, justement.
Voilà, et en PCV parfois pour certains. Et donc voilà, ils ont tous répondu. Ils sont venus chanter en duo et en français et en kabyle. Idir ayant adapté en kabyle certains passages des chansons, les autres artistes chantant dans leur langue en français. Et ça donne un magnifique album qui s'appelle Ici et ailleurs. Je vous invite à le regarder, ce petit tournage que nous avons fait. Il y a quelques 40 ans, le poète Idir se faisait connaître avec cette berceuse berbère. Aujourd'hui, il a décidé de rendre hommage aux chansons et aux chanteurs qui ont marqué sa vie en duo et en kabyle. Comme je vis en France, j'ai estimé que c'était la moindre des choses que de m'immiscer, donner ma quote-part en chantant ces chansons-là. Allons-y alors. On va commencer avec le plus jeune d'entre eux. Vous dites, lui, c'est comme un gars de chez nous. C'est dingue. Des fois, tu sais, quand tu leur apprends à prononcer les syllabes qui sont un peu difficiles à faire. Rafzman. Un rafz. Oui, je vous parle d'un temps. Ça a été le seul à pouvoir les réussir. Le kabyle est une langue qui a été étouffée pendant longtemps, qui était interdite dans les écoles. La littérature, la pensée kabyle s'est transmise par la chanson. Et les chanteurs kabyles, c'est des personnages un peu sacrés. Je revois les yeux tendres et les visages tristes. Alors vous dites que les matins d'hiver, c'est la chanson qui vous ressemble le plus. Pourquoi? Parce que en Kabylie, on faisait des kilomètres pour pouvoir aller à l'école dans le froid de l'hiver. J'ai vécu ces moments. C'est un sage et surtout il amène une espèce d'envie de se taire et d'écouter. Je vais faire semblant de me tromper 2 ou 3 fois. C'est pas évident de chanter la corrida de Cabrel. Alors que chez nous, la notion de corrida, on l'égorge bien devant tout le monde dans le village. Les animaux, et bon, on bouffe de la viande. Mais j'ai été touché par cette marque qu'il avait d'essayer de combattre l'idiotie des choses. Voilà. Ouais, admettons. Fais-moi confiance. Chacun connaît ses origines. Dans le sang et la chair, elles sont tatouées. J'ai grandi à Saint-Denis. Il y a une grosse communauté kabyle. Et du coup, tous mes potes, voilà, il y avait des fois un portrait d'Idir chez eux, quoi. Tu vois, c'était vraiment Idir, c'était le monument de la chanson kabyle. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces gens unir leur voix à la vôtre aujourd'hui? J'en ai eu les larmes aux yeux. Tu peux pas t'imaginer ce que c'est. Déjà d'être minoritaire et puis d'être reconnu par ces gens-là, alors que d'autres ne te reconnaissent pas, ça m'a légitimé moi aussi. Et ça, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. C'est un album bel album, surprenant, intéressant. Le Forestier, c'est pas la première fois. Non, il avait déjà chanté. Je vois que vous connaissez vos classiques. Dans les années 70, Idir avait adapté en duo aussi et en kabyle avec Maxime Le Forestier, San Francisco, la Maison Bleue adossée à la colline que nous connaissons tous. Et c'était devenu Tizi Ouzou qui est la capitale de la Kabylie, quoi, vraiment. Et donc les étudiants en kabyle s'étaient reconnus dans cette chanson, comme les étudiants français s'étaient reconnus dans San Francisco à l'aube des années 70. Et Francis Cabrel adapte la corrida, c'est ça? C'est Idir qui adapte la corrida et c'est franchement peut-être l'adaptation la plus réussie de cet album. Adapter une chanson aux accents espagnols en kabyle, il fallait l'oser. Et surtout, c'est bien fait. Et Idir disait, moi j'étais un petit peu embêté parce que c'est vrai, comme il le disait dans le reportage, en Kabylie, on égorge le mouton sur la place du village. Donc là... prendre cette chanson qui justement pourfend la corrida et la mise à mort, il a plus anglais son texte sur la bêtise humaine, à voir souffrir un animal et à s'en amuser, que de pourfendre la mise à mort, puisque ça c'est quelque chose qui se pratique aussi en Kabylie. Merci Frédéric. On commence avec une très bonne idée, semble-t-il. Oui, une très bonne idée dans les pages locales du Parisien. Cette jeune femme que vous allez voir a créé un site internet pour promouvoir le tourisme dans les toutes petites communes. Vous savez, des villages inconnus qui s'appellent Kervalette en Loire-Atlantique, Gerberoy dans l'Oise ou Beaulieu en Argonne dans la Meuse, et qui, sans être évidemment le Mont-Saint-Michel, sont aussi très jolis avec de vieilles pierres, une belle église, un commerce artisanal qui vaut le détour.
puisqu'on a la chance d'être dans un pays qui regorge de ce genre de choses, alors attention, pour l'instant ça démarre, il n'y a que quelques villages référencés sur son site web. Enfin, c'est une bonne initiative, on lui souhaite du succès, d'autant plus que je suis allé voir le site, c'est très joli, c'est très bien fait. Donc ça s'appelle devoyagesenvillage.fr, allez faire un tour, vous jugerez par vous-même pour ce site qui promeut donc le tourisme dans tous les petits villages. Également en matière de tourisme. Alors ça, c'est une grande question. Aussi vieille ou presque que Paris, les garçons de café parisiens sont-ils désagréables? Oui, Libération confirme. Il arrive encore dans la capitale d'être servi par un employé grognon qui vous jette votre consommation à la figure. Ouais. Tout le monde confirme, hein, c'est marrant. On a des noms. Parfois aussi dans les autres villes françaises, à tel point que l'union des... Oui, il y a des sympas aussi, bien sûr. On retient que ce qui ne va pas en général. L'Union des métiers de l'hôtellerie se saisit du problème. Alors c'est vrai qu'en plus ils sont mal payés et que les clients eux-mêmes ne sont pas toujours aimables. Voilà. Alors ça a tendance à s'améliorer avec la boboisation, dit l'article. Il y a désormais des cafetiers plus cool qu'auparavant. À l'inverse, c'est la catastrophe dans les lieux très touristiques. Le célèbre café des Deux Magots, dit l'article, dit que les serveurs atteignent des sommets de grossièreté dans ce genre d'endroit. Il s'agit donc d'améliorer la formation et mettre l'accent sur l'amabilité, d'autant plus que c'est une profession d'avenir. On a du mal, vous savez, à trouver des serveurs actuellement. Il y a du boulot. Grand article à lire dans Libération. Et puis la culture française n'est pas si rebutante que ça, parce que le Figaro nous apprend que la Sarre, petite région allemande frontalière avec la Lorraine, se met de plus en plus aux Français. Le gouvernement régional de Sarre veut que ce land soit totalement bilingue d'ici 25 ans. Donc ils interviennent dans les écoles. C'est une région en déclin, donc devenir un pont entre l'Allemagne et la France, ce serait pas mal pour eux. Les deux pays les plus importants d'Europe, ça permettrait de dynamiser la Sarre. Et à ce propos, chez nous, je me suis souvent demandé pourquoi on ne développe pas davantage l'allemand à l'école, vu le nombre d'emplois qu'il y a à pourvoir en Allemagne. Et nous, on a beaucoup de jeunes. Donc c'est à lire dans Le Figaro. Enfin, je termine avec l'actualité des écrans. D'abord, les grands écrans avec la croix qui nous rappellent que va sortir aujourd'hui au cinéma ce fameux film sur les concours d'éloquence chez les jeunes de Seine-Saint-Denis. Ça s'appelle À voix haute, la force de la parole. Documentaire déjà diffusé sur notre chaîne il y a quelques mois, qui est très bien, nous dit la croix. Donc, courez dans les salles de cinéma, puisque ça sort donc dans certaines salles de ciné. Et pour ce qui est du petit écran, 2 émissions à ne pas rater ce soir, nous disent Le Figaro et Le Parisien. D'abord sur le Titanic. On a tout dit sur le Titanic. Eh ben non, un documentaire nous révèle qu'il y avait peut-être un défaut dans la coque. Explication passionnante, je cite dans cette émission ce soir à 20h50 sur France 5. Et puis si vous préférez les animaux, alors vous suivrez cette fois sur France 3 l'histoire de ces cochons qu'on voit à l'image, mais aussi des chiens, des perroquets. C'est une émission ça sur l'intelligence des animaux. Vous découvrirez par exemple l'organisation politique chez les singes, le fonctionnement complexe d'un attelage de chiens de traîneau ou des cacatoès qui arrivent à ouvrir des coffres-forts, ce que sait aussi faire Sylvia Diga. Pas cacatoès, moi. Non, mais il faut ouvrir les coffres-forts. Les détails ce soir à 20h55 sur la 3, article dans Le Parisien et dans Le Figaro. Ah bon, j'ouvre des coffres-forts, oui, j'aimerais bien. C'est juste histoire de te faire pour terminer, merci beaucoup Frédéric. Je voulais vous dire que Charlotte Bouteloup a parlé du film hier à voix haute et de ce fameux concours Eloquentia. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bon petit café quand vous allez prendre un café. Hein, ça va bien se passer, vous serez bien servi. Oui, pardon, j'avais oublié. Bonne chance.